Sur scène avec mon jumeau. Il a eu la gloire, moi l'humiliation d'un nom mal prononcé et d'une rangée vide. J'ai retiré ma coiffe et l'ai tendue à ma mère, tu n'as qu'à lui donner ça aussi. Dehors, j'étais seul. Je m'appelle Clément. J'ai 22 ans. Si on m'avait dit il y a 6 mois qu'une cérémonie de remise des diplômes serait l'élément déclencheur qui ferait voler en éclats 20 ans de dysfonctionnement familial comme une pinata remplie de éclats émotionnels, j'aurais ri. Mais nous y voilà. Accrochez-vous, car l'histoire vaut le détour. J'ai un frère jumeau qui s'appelle Corentin. Un jumeau identique. Pourtant, en grandissant, on aurait pu penser que nous venions de deux espèces complètement différentes à voir la façon dont notre famille nous traitait. Corentin était le fils prodigue. J'étais simplement l'ombre qui se tenait près de la lumière, captant parfois un peu de chaleur ambiante quand personne ne faisait attention. Laissez-moi vous expliquer. Nos parents s'appellent Damien et Sandrine. Mon père est directeur commercial régional pour une entreprise de matériel agricole, et ma mère gère l'accueil d'un cabinet dentaire de taille moyenne. Nous avons grandi dans un pavillon de plain-pied de 3 chambres dans la banlieue de Limoges. Rien d'extravagant, mais rien de délabré non plus, du moins en apparence. Nous avions une vie tout à fait correcte selon les critères de chacun, 2 voitures dans l'allée, un trampoline dans le jardin, la messe le dimanche quand maman culpabilisait assez, des barbecues de quartier en été et du rugby le samedi en automne. De l'extérieur, nous étions la définition même d'une famille française ordinaire. Mais sous cette surface banale coulait un courant de favoritisme si fort qu'il aurait pu alimenter un barrage hydroélectrique. Corentin était toujours le premier. Celui qui recevait les encouragements les plus bruyants au club de sport. Celui dont les dessins finissaient sur le réfrigérateur alors que les miens allaient directement au recyclage. Celui dont les réunions parents-professeurs mobilisaient nos 2 parents, tandis que les miennes se résumaient à un post-it sur le comptoir de la cuisine demandant « Alors, ça s'est passé comment ?» Je n'exagère pas en disant que je ne me souviens pas d'une seule fois où ma mère nous a regardés côte à côte et a choisi de porter son attention sur moi en premier. Jamais. Pas aux anniversaires, pas pendant les vacances, et pas même lorsque nous avons eu la grippe en même temps et qu'elle restait assise au chevet de Corentin pour lui lire des histoires pendant que je transpirais seul sous mes draps. Le pire, c'est que Corentin le savait. Il n'était pas aveugle. Il en profitait. Pas de manière cruelle quand nous étions enfants, honnêtement, il acceptait simplement ce traitement royal comme n'importe quel enfant le ferait. Mais en grandissant, c'est devenu plus délibéré. Il a commencé à se positionner comme le jumeau principal, celui qui parlait en premier lors des discussions. Il nous présentait aux gens en disant « Je m'appelle Corentin, et voici mon frère Clément ». Comme si j'étais un accessoire qu'il était obligé de traîner avec lui. C'est là que les choses deviennent importantes. Corentin et moi étions tous les 2 étudiants à l'université de Limoges. Même établissement, mais filières différentes. Il s'est orienté vers le management du sport, et moi vers la comptabilité et gestion. Nous devions tous 2 être diplômés au cours du même semestre, au printemps 2026. Pour la première fois de notre vie, nous allions traverser la même scène, le même jour, devant le même public. J'ai pensé que ce serait peut-être le grand moment d'égalité. 2 diplômes de même valeur, un accomplissement identique. Personne ne pourrait minimiser cela. Je me trompais, évidemment. Environ 3 mois avant la remise des diplômes, notre mère a lancé un groupe de discussion avec toute la famille, oncles, tantes, grands-parents, cousins, la totale. Le sujet du groupe était « La grande journée de Corentin ». Pas la journée des jumeaux. Pas la remise des diplômes de Clément et Corentin. Pas même une célébration générale. Juste Corentin, au singulier. J'ai fixé ce titre pendant une bonne minute, je me suis dit que je surréagissais, et je suis passé à autre chose. Du Clément tout craché. Les messages ont commencé à affluer. Sandrine gérait les réservations pour un dîner après la cérémonie dans un restaurant traditionnel du centre-ville. Elle organisait un mur de photos pour la fête à la maison. Elle avait fait fabriquer des t-shirts personnalisés. Et quand je dis personnalisés, je ne plaisante pas. On pouvait y lire « Fière famille de Corentin Mercier, promotion 2026 », avec sa photo de diplômé imprimée au dos. Elle en avait commandé 24. Il n'y avait aucune version avec mon nom, ni aucune version avec nos 2 noms. 24 t-shirts célébrant un seul des jumeaux, distribués à chaque membre de la famille qui serait présent. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé les messages défiler.
Mon oncle Vincent a répondu avec une série d'émojis de flammes. Ma grand-mère Laurence a écrit qu'elle débordait de fierté. Mon cousin Denis a demandé à quelle heure il fallait arriver. Pas une seule personne, pas une seule, n'a demandé, et au fait, qu'en est-il de Clément? Laissez-moi vous dire une chose sur le fait d'être le jumeau invisible. On développe un sixième sens pour cela. On apprend à baisser ses attentes à l'avance pour que la déception fasse moins mal. On s'habitue à sourire quand quelqu'un nous appelle par le prénom de notre frère. On apprend à occuper moins d'espace, à parler plus bas, à avoir moins de besoins. Mais il y a un seuil. Il y a une limite où cet instinct de préservation commence à vous détruire et où vous réalisez que vous ne vous protégez plus, vous êtes simplement en train de disparaître. J'ai franchi cette limite le soir où je suis allé chez mes parents pour leur rendre un double de clé que ma mère m'avait demandé, et que j'ai vu la banderole. Elle était tendue en travers de la balustrade de l'entrée, large de 2 mètres, imprimée par un professionnel, félicitations Corentin, avec une photo géante de lui et l'intitulé de son diplôme en dessous. Les lumières extérieures étaient allumées, l'éclairant comme une enseigne de cinéma. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 5 minutes complètes à la regarder. Quand je suis entré, ma mère était dans la cuisine en train de préparer des centres de table pour la fête, de petits vases en verre avec des fleurs aux couleurs de l'université. Chacun d'eux avait une étiquette attachée portant la mention « Corentin Mercier, licence en management du sport, 2026 ». J'ai posé les clés sur le comptoir et j'ai dit, aussi calmement que possible, « C'est très joli. Est-ce qu'il y en a aussi pour moi ?» Elle n'a même pas levé les yeux. Elle a juste répondu, « Oh, mon chéri, on prendra plein de photos de toi aussi, ne t'inquiète pas. » C'était tout. C'était là toute l'attention qu'on m'accordait. On prendra plein de photos de toi aussi. Comme si j'étais un invité à la fête d'un autre, susceptible d'apparaître par hasard en arrière-plan d'un cliché réussi. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je suis resté assis sur le parking de mon immeuble, moteur éteint, pendant près de 20 minutes. Je ne pleurais pas. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Je faisais juste les comptes. 22 ans à passer en second. 22 ans à accepter poliment les miettes d'une table que j'avais pourtant aidé à dresser. Et dans 2 semaines, j'allais monter sur scène devant des centaines de personnes, et la seule partie du public qui m'était proche porterait le visage d'un autre homme sur la poitrine. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de Corentin. Pas un appel, un SMS, « Salut frangin. Maman m'a dit que tu étais passé. Merci pour les clés. Ah au fait, je fais un discours pendant la cérémonie. Le département m'a nommé. Plutôt classe, non ? J'ai répondu, c'est génial, félicitations. Puis je suis resté là à fixer mon écran, et quelque chose de très silencieux a changé en moi. Ce n'était ni de la rage, ni de la tristesse, mais quelque chose de plus profond. Comme si un mur porteur dans ma poitrine avait tout simplement décidé qu'il ne porterait plus aucune charge. J'ai ouvert le site internet de l'université, vérifié lors de ma cérémonie, la présence de mon nom sur la liste, et l'attribution de mon siège. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 22 ans, j'ai commencé à élaborer un plan. Pas un plan théâtral, ni un plan de vengeance, juste un projet qui, pour la première fois de ma vie, tournait entièrement autour de moi. Durant les 2 semaines précédant la remise des diplômes, tout est allé très vite, trop vite pour que ma famille remarque ce que je faisais, ce qui était précisément le but. Laissez-moi vous décrire la situation. Le discours de Corentin était un événement majeur pour mes parents. Son département l'avait choisi comme porte-parole des étudiants, ce qui lui donnait 3 minutes à la tribune avant la remise des diplômes. Ma mère en parlait comme s'il avait été invité à s'exprimer à l'ONU. Elle m'a appelé 4 fois cette semaine-là, et chaque appel concernait uniquement le discours de Corentin. Quelle cravate devait-il porter? Devait-il l'apprendre par cœur ou utiliser des fiches? Devait-il commencer par une plaisanterie? J'ai joué le jeu. Je lui ai dit qu'il devait l'apprendre par cœur, que la plaisanterie serait une excellente idée, et de choisir la cravate bleue. J'ai été d'un grand soutien. J'ai joué le rôle du parfait personnage secondaire avec une précision chirurgicale, car j'avais besoin qu'il soit serein, détendu et qu'il ne soupçonne rien. Pendant ce temps, j'avançais de mon côté. Tout d'abord, j'ai contacté 3 personnes, mon meilleur ami depuis la première année, Émile, qui avait été mon colocataire et comprenait ma situation familiale mieux que quiconque, ma petite amie depuis 14 mois, Solène, qui avait vu ce favoritisme s'exercer en temps réel lors de chaque repas de famille, et mon directeur de mémoire, Monsieur Thibault,
qui m'avait rédigé une lettre de recommandation si élogieuse qu'elle m'avait presque tiré des larmes lorsque je l'avais lue. Voici ce que ma famille ignorait, alors que Corentin avait été sélectionné pour un discours de 3 minutes, j'avais discrètement accompli quelque chose de bien plus grand. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien, en terminant major de ma promotion en comptabilité et gestion, avec une moyenne générale de 18,5/20. J'avais effectué 2 stages très sélectifs, l'un dans un grand cabinet d'audit régional et l'autre à la direction régionale des finances publiques. De plus, j'avais reçu le prix Gabriel Dussault, qui est la plus haute distinction académique décernée par la faculté d'économie à un étudiant de fin de cycle, attribué à un seul lauréat par an. Et ce lauréat allait monter sur scène dans 2 semaines pendant que sa famille porterait des t-shirts arborant le nom de quelqu'un d'autre. Je n'en avais pas parlé à mes parents. Ni de mes notes, ni du prix, ni de mes stages. Rien. Et je sais ce que vous pensez, pourquoi ne pas l'avoir dit? Parce que j'avais essayé. Pendant 4 ans, chaque fois que j'évoquais une bonne note ou une réussite, la conversation était détournée en moins de 30 secondes, c'est super, mon grand. Oh, au fait, tu as appris que Corentin s'est qualifié pour la finale universitaire de rugby? À chaque fois. Alors, j'ai arrêté de partager mes réussites, et personne dans ma famille n'a jamais pensé à me poser de questions. Monsieur Thibault m'avait prévenu que je serais honoré individuellement lors de la cérémonie. Le lauréat du prix Gabriel Dussault est appelé séparément sur scène, serre la main du doyen et reçoit sa distinction devant toute l'assemblée. C'était un moment fort, un vrai moment, et ma famille allait devoir y assister, qu'elle l'ait prévu ou non. Le matin de la cérémonie, je me suis rendu tôt chez mes parents car Sandrine avait insisté pour que toute la famille fasse la route ensemble. En entrant, j'ai trouvé la maison transformée en musée dédié à Corentin. Il y avait des ballons dans le salon, un gâteau sur le comptoir avec son prénom inscrit au glaçage bleu, et une pile de t-shirts personnalisés sur la table de la salle à manger, prêts à être distribués. Mon père ajustait son col devant le miroir du couloir. En me voyant, il m'a dit, « Prêt pour aujourd'hui, fiston ?» J'ai hoché la tête, « Oui, papa. Je suis prêt. » Il a souri, m'a tapoté l'épaule et a ajouté, « Ton frère est stressé pour son discours. Va lui dire qu'il va assurer. » Je suis monté à l'étage et j'ai trouvé Corentin dans sa chambre, faisant les 100 pas avec ses fiches à la main. En m'apercevant, il a semblé soulagé, « Clément, merci d'être là. Relis ça et dis-moi si la fin ne fait pas trop cliché. » J'ai lu. C'était correct, des phrases de motivation classiques sur le fait de poursuivre ses rêves. Je lui ai dit que c'était très bien et que le public apprécierait. Il m'a regardé et a dit, « Merci, franchement. Je sais que cette journée est importante pour nous deux. » Et j'ai presque cru qu'il le pensait vraiment, presque. Mais il a immédiatement ajouté, « Maman a réservé le photographe pour mes photos juste après, alors ne t'éloigne pas trop pour qu'on puisse en faire quelques-unes à deux. » Ces photos. Le photographe était là pour ses clichés. J'étais simplement invité à rester dans les parages au cas où l'on aurait besoin d'un figurant. J'ai souri et répondu, « Je ne raterai ça pour rien au monde. » La cérémonie se déroulait au palais des congrès de la ville. À notre arrivée, la famille s'assemblait déjà dans le hall. Ils étaient plus de 20, chacun portant ses fameux t-shirts personnalisés sous leur veste. Ma grand-mère Laurence avait ajouté des strass sur le sien. Mon oncle Vincent l'avait rentré dans son pantalon habillé comme s'il s'agissait d'une tenue de réception. Mon cousin Denis, que j'apprécie sincèrement, était le seul à sembler un peu mal à l'aise. Il m'a pris à part et m'a dit doucement, « Écoute, pour ce que ça vaut, je trouve que cette histoire de t-shirt est vraiment déplacée. » Je l'ai regardé et lui ai répondu, « Merci, Denis. » Je le pensais sincèrement, mais je n'avais plus besoin de sa pitié. J'avais juste besoin de tenir encore 90 minutes. La cérémonie a débuté. Corentin et moi étions assis dans des sections différentes puisque nous appartenions à des facultés distinctes. J'étais entouré d'autres étudiants en comptabilité, des personnes qui savaient exactement qui j'étais et ce que j'avais accompli. Mon ami Émile était assis 2 rangées derrière moi. Solène se trouvait dans les gradins juste derrière le corps enseignant, exactement là où je lui avais demandé de s'installer. Le discours de Corentin a eu lieu assez tôt. Il est monté à la tribune, a ajusté le micro et a délivré ses 3 minutes avec beaucoup d'assurance. Il faut lui reconnaître cela, il était charismatique, confiant, et le public a adoré. Lorsqu'il a terminé, le secteur où se trouvait ma famille a explosé. Une standing ovation complète.
Les t-shirts personnalisés sont apparus sous les vestes comme un flash mob coordonné. Plus de 20 personnes debout, criant, agitant les bras et filmant avec leur téléphone. Corentin a souri et a fait un petit signe de la main depuis la scène. C'était sa journée, et il en profitait pleinement. Ensuite, la remise individuelle des diplômes a commencé par ordre alphabétique des facultés. La faculté d'économie et gestion passait avant celle des sciences du sport, mon groupe est donc monté en premier. Lorsque mon nom a été prononcé, l'intervenant a écorché mon nom de famille. Une petite erreur, bien sûr, mais qui a résonné désagréablement. J'ai jeté un coup d'œil vers le secteur de ma famille en traversant l'estrade et j'ai vu exactement ce à quoi je m'attendais. Ma mère regardait son téléphone, mon père discutait avec l'oncle Vincent, et ma grand-mère Laurence ajustait la bandoulière de son sac. Pas un seul d'entre eux ne me regardait. La rangée n'était pas physiquement vide, mais c'est tout comme. 24 personnes portant des t-shirts assortis, et pas un seul regard tourné vers moi au moment de recevoir mon diplôme. Émile a applaudi depuis son siège. Solène s'est levée seule dans sa rangée et a crié si fort pour m'encourager que sa voisine a sursauté. Monsieur Thibault, assis avec les enseignants, m'a adressé un hochement de tête et un sourire discret. Ces 3 personnes m'ont vu. Ma famille, elle, n'a rien vu. Pourtant, la cérémonie n'était pas terminée. Ce qui s'est produit ensuite, personne dans la rangée 12 du secteur génie était préparé. Le doyen est revenu au micro et a déclaré, avant de poursuivre, nous avons une distinction spéciale à remettre. Chaque année, la faculté décerne le prix Gabriel Dussault à l'étudiant qui s'est distingué par son excellence académique, son parcours professionnel et son engagement au sein de l'université. Je me suis levé, j'ai ajusté ma toge et je me suis dirigé vers la scène pour la seconde fois de la matinée. Cette fois, j'y allais seul, appelé nommément, devant toute la salle attentive. C'est à cet instant précis que ma mère a enfin levé les yeux de son écran. Le doyen a prononcé mon nom complet d'une voix claire et forte, sans aucune hésitation, Clément Alan Mercier. Il a énuméré ma moyenne générale, mes stages, la recommandation unanime du jury et le fait que j'étais le premier étudiant à obtenir ce prix à l'unanimité depuis 4 ans. Les applaudissements de la section économie ont été immédiats et nourris, car c'étaient mes camarades de promotion, ceux qui avaient partagé mes heures d'études à la bibliothèque et mes projets de groupe. Ils savaient ce que cela représentait. J'ai traversé la scène, j'ai serré la main du doyen, j'ai reçu ma plaque et je me suis tourné vers la salle. Je n'ai pas regardé le secteur de ma famille. J'ai regardé Solène. Elle était debout, les mains sur la bouche, les larmes aux yeux. Émile s'était levé aussi, applaudissant à bras déployés au-dessus de sa tête. Monsieur Thibault rayonnait de fierté. Et dans la rangée 12 du secteur G, 24 personnes vêtues de t-shirts au nom de Corentin se figeaient dans un silence de plomb. On pouvait ressentir ce silence particulier, celui qui s'installe lorsque des gens réalisent qu'ils ont été pris en défaut. Je suis retourné m'asseoir. La cérémonie s'est poursuivie. Corentin a reçu son diplôme environ 40 minutes plus tard, et la famille s'est de nouveau manifestée, mais l'ambiance avait changé. C'était plus retenu, presque gêné, comme si applaudir trop fort semblait soudain inapproprié sans qu'il parvienne à s'expliquer pourquoi. À la fin de la cérémonie, alors que les diplômés sortaient, je ne me suis pas dirigé vers le point de rendez-vous familial. Je suis allé directement dans le hall d'accueil, j'ai rejoint Solène et je l'ai serrée dans mes bras pendant de longues secondes sans prononcer un mot. Émile nous a rejoints un instant plus tard et a lancé « Mon pote », c'était la scène la plus mémorable à laquelle j'ai assisté dans un bâtiment public. J'ai ri, d'un rire sincère qui me manquait depuis des semaines, et nous nous sommes dirigés vers la sortie. C'est à ce moment-là que ma mère est apparue, fendant la foule rapidement, suivie de près par mon père et par Corentin, sa coiffe encore sur la tête et l'air visiblement troublé. « Clément, attends. Où vas-tu ? Nous avons la réservation au restaurant dans 1 heure. » Je me suis arrêté et je me suis retourné. J'étais calme. J'avais imaginé cette scène des dizaines de fois dans ma tête, mais je n'avais pas besoin de répétition, mon calme était réel. J'ai levé la main, j'ai retiré ma coiffe de diplômé et je la lui ai tendue. Elle l'a regardé comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé. « Tu n'as qu'à donner ça à Corentin aussi », ai-je répondu. « Rajoute-la à sa collection. » Elle a scié. « Clément, de quoi est-ce que tu parles ? Allons, viens, nous devons faire des photos. » « Non, ai-je rétorqué. Vous devez prendre des photos de Corentin. C'est sa grande journée, n'est-ce pas ?
C'est ce que disait le groupe de discussion, ce qu'affichent vos t-shirts et la bandole de la maison. Moi, je suis juste le frère qui s'est trouvé à obtenir son diplôme le même jour. Mon père s'est avancé, adoptant ce ton posé qu'il utilise pour désamorcer les situations tendues. Fiston, tu es en train de donner un spectacle. Allons au restaurant et nous en parlerons calmement plus tard. Je ne donne pas de spectacle, papa. Je m'en vais, tout simplement. C'est précisément le contraire d'un spectacle. Corentin est intervenu à son tour. Clément, s'il te plaît, ne réagis pas comme ça. C'était une belle journée pour nous deux. Je l'ai regardé dans les yeux. Corentin, savais-tu que j'obtenais mon diplôme avec la mention très bien? Il a hésité. Je savais que tu avais de bons résultats. Savais-tu que j'allais recevoir le prix Gabriel Dussault, celui que le doyen vient de me remettre devant des centaines de personnes? Il a changé d'appui. J'ai vu ça, oui. C'était très bien. Le savais-tu avant aujourd'hui? Silence. Personne ne le savait, ai-je poursuivi, parce que personne ne me l'a demandé. En 4 ans d'études, pas une seule personne dans cette famille ne s'est intéressée sincèrement à mon parcours, à mes notes, à mes stages ou à mes projets d'avenir. Et c'est ainsi, j'ai fini par l'accepter. Mais je ne vais pas m'asseoir dans un restaurant avec 24 personnes portant ton visage sur leurs vêtements en faisant semblant que cette journée nous appartenait à tous les deux, car ce n'est pas le cas et ça ne l'a jamais été. Le visage de ma mère est passé par toutes les émotions pour finalement exprimer une profonde vexation. Clément, c'est profondément injuste. Nous sommes fiers de toi. Nous l'avons toujours été. Alors pourquoi n'avez-vous pas regardé quand je suis monté sur scène? Elle a ouvert la bouche sans trouver de réponse, car il n'y en avait pas. Elle n'avait pas regardé. Elle le savait, et le fait que je le sache aussi rendait tout mensonge inutile. Je me suis tourné vers Solène, qui se tenait un peu en retrait, les bras croisés, observant la scène avec fermeté. On va déjeuner, ai-je dit. J'ai regardé Émile, tu viens avec nous? J'ai déjà repéré une table, a-t-il répondu en montrant son téléphone. Je suis sorti du hall du Palais des Congrès sans me retourner. Personne ne m'a suivi. Ni ma mère, ni mon père, ni mon frère, ni ma grand-mère. Aucun des 24 t-shirts assortis. Les portes vitrées se sont refermées derrière moi et je suis resté sur le trottoir quelques instants, respirant simplement l'air frais. Le soleil de l'après-midi réchauffait mon visage et j'ai constaté que mes mains étaient parfaitement stables. Pas de tremblement, pas de montée d'adrénaline, juste une grande sérénité. En marchant vers le parking, pour la première fois en 22 ans, le vide derrière moi ne m'a pas semblé être un rejet, mais un choix. Solène a pris le volant, Émile s'est installé à l'avant en mettant de la musique, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Nous avons déjeuné dans une petite brasserie près du campus, sans que je ne regarde une seule fois mon téléphone. Les messages ont commencé à arriver vers 14 heures. Ma mère d'abord, puis mon père, puis Corentin, ma grand-mère, mon oncle. Tous reprenaient la même idée, tu nous as fait honte, tu as gâché la fête, tu dois t'excuser, c'était censé être une réunion de famille. Notez la tournure des phrases, c'est moi qui avais gâché la journée, qui leur avait fait honte. Pas un mot de regret pour m'avoir ignoré, aucune remise en question. Juste une avalanche de reproches de la part de gens qui m'avaient vu partir et estimaient que le problème venait de mon départ, et non des raisons qui m'y avaient poussé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis rentré chez moi, j'ai posé ma plaque sur mon bureau et j'ai apprécié le calme de mon appartement. Solène est restée à mes côtés, respectant mon besoin de tranquillité, une attention que j'apprécie énormément chez elle. Vers 21 heures, un dernier message est arrivé. Il venait de Denis, salut Clément. Je voulais juste te dire que j'ai fait des recherches sur Internet. Le prix Gabriel Dussault est une distinction extrêmement prestigieuse. Je suis vraiment fier de toi et je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Vraiment. J'ai répondu, merci Denis. Cela me touche beaucoup. Et je le pensais. Dans une famille de plus de 20 personnes, une seule avait pris la peine de chercher à comprendre ce que j'avais accompli. Cette proportion résumait tout. J'ai éteint mon téléphone, ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à entreprendre des vérifications que j'aurais probablement dû faire bien plus tôt. Sans colère, sans esprit de revanche, mais avec la certitude tranquille que je devais désormais veiller moi-même sur mes intérêts. Ce que j'ai découvert dans les dossiers au cours des 72 heures suivantes a rendu l'épisode de la remise des diplômes dérisoire.
Voici une particularité des études en comptabilité et gestion, on y apprend à analyser des documents financiers avec une attention toute particulière pour les anomalies. Et quand on applique cette méthode à sa propre famille, les anomalies ne font pas que sauter aux yeux, elles crient. Tout a commencé par une question simple, où était passé mon argent? Laissez-moi vous expliquer. À nos 18 ans, notre grand-père paternel, Laurent Mercier, est décédé. C'était un homme de la terre, un éleveur qui avait travaillé toute sa vie dans le Cantal. Il n'était pas riche au sens parisien du terme, mais il possédait des terres, des économies, et il avait ouvert un compte d'épargne bloqué pour chacun de ses petits-enfants, avec des parts égales. Il nous en parlait souvent lors des repas de famille, vous avez chacun un petit pécule qui vous attend pour quand vous serez assez mûrs pour le gérer. À notre majorité, mon père nous a annoncé que les fonds avaient été débloqués. Corentin a reçu sa part, environ 45 000 €, qu'il a utilisé pour s'acheter un véhicule, rembourser quelques dettes et verser la caution d'un appartement plus spacieux. Quand j'ai interrogé mon père sur ma part, il m'a répondu, nous l'avons placé sur un compte d'études familiales pour couvrir tes frais de scolarité. J'ai accepté cette explication sans poser de questions, car j'avais 18 ans et que j'avais confiance en mon père. 4 ans plus tard, assis à mon bureau, j'ai rassemblé tous les relevés financiers auxquels je pouvais accéder et j'ai commencé à les croiser. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Mes frais de scolarité avaient été intégralement pris en charge par des bourses sur critères sociaux et des bourses au mérite. Chaque semestre, j'avais postulé à toutes les aides disponibles, et mes dépenses réelles d'inscription sur 4 ans s'élevaient à moins de 5 500 €. J'en avais les justificatifs précis, car je conserve chaque document administratif dans un dossier classé. Où étaient donc passés les 45 000 € de la succession de mon grand-père? J'ai contacté le cabinet de notaire à Brive-la-Gaillarde qui s'était chargé de la succession de mon grand-père. La clerc de notaire s'est montrée prudente au départ, mais une fois mon identité établie et ma qualité de bénéficiaire confirmée, elle a consulté le dossier. Les fonds avaient été versés en totalité à mes 18 ans. Le chèque avait été libellé au nom de Damien Mercier en tant que représentant légal, accompagné d'une demande de déblocage signée à mon nom. J'ai demandé à recevoir une copie de ce document par courriel. Lorsqu'il est arrivé dans ma boîte de réception 1 heure plus tard, je l'ai observé longuement. La signature sur la ligne du bénéficiaire n'était absolument pas de ma main. Ce n'était même pas ressemblant. Quelqu'un avait imité mon nom d'un tracé rapide et hésitant qui ne correspondait en rien à ma signature habituelle. J'ai comparé avec ma signature sur ma pièce d'identité de l'époque, le jour et la nuit. Mon père avait contrefait ma signature, perçu mes 45 000 €, m'avait assuré que l'argent finançait mes études et l'avait conservé. Pendant que je cumulais les petits boulots et me restreignais sur mes dépenses pour vivre au quotidien, mon héritage s'était volatilisé dans les comptes d'un autre. Je n'ai pas appelé mes parents, ni mon frère, même si je me demandais si ce dernier était au courant. À la place, j'ai sollicité l'aide d'un professionnel recommandé par Monsieur Thibault, Maître Henri Gauthier, un avocat spécialisé en droit des successions. Je l'ai rencontré à son cabinet le lendemain matin. C'était un homme d'une 50aine d'années, direct, calme, qui donnait l'impression d'avoir vu bien des situations complexes au cours de sa carrière. Je lui ai présenté les pièces, le compte de succession, le document signé, les relevés de scolarité et l'écart flagrant. Maître Gauthier a examiné le document pendant une dizaine de secondes, l'a posé et a déclaré d'un ton neutre, il s'agit d'une falsification de signature et d'un détournement de fonds d'un héritage. Sur le plan juridique, les faits sont graves. J'ai laissé ces mots résonner en moi. Mon père s'était rendu coupable de faits répréhensibles à l'encontre de son propre fils. L'avocat m'a exposé les options, une action civile pour recouvrer les sommes détournées, ou, si je souhaitais aller plus loin, un signalement au procureur de la République pour faux et abus de confiance. Il m'a conseillé de privilégier la voie civile dans un premier temps, tout en gardant l'option pénale comme moyen de pression si mon père refusait de coopérer. Je lui ai demandé de préparer l'ensemble des démarches, les actes civils, une lettre de mise en demeure formelle et un projet de plainte. Je voulais disposer de tous les recours possibles. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai mené de front 2 démarches distinctes. D'un côté, la préparation juridique avec Maître Gauthier, qui a fait analyser le document par un expert en écriture. Le rapport s'est révélé catégorique, la signature sur l'autorisation présentait des divergences majeures avec ma graphie habituelle sur la grande majorité des critères analysés. Selon l'expert, le document avait manifestement été signé par une tierce personne. D'un autre côté, je me suis efforcé de maintenir des relations tout à fait ordinaires avec ma famille.
Et c'était un exercice éprouvant. Lors de chaque appel ou message de ma mère me demandant des nouvelles de mon quotidien, je répondais avec la courtoisie habituelle. Je m'enquérais des projets de Corentin, je prenais des nouvelles de la maison, j'aidais mon père à distance avec ses outils informatiques. Je jouais le rôle du fils attentionné, et aucun d'eux ne se doutait qu'un courrier officiel à leur nom reposait dans un dossier sur le bureau de mon avocat, prêt à être expédié. Solène partageait mon secret et m'accompagnait à chaque rendez-vous. Émile était informé des grandes lignes, tandis que Denis, en qui j'avais toute confiance, ignorait encore les détails pour ne pas se retrouver mêlé à cette affaire prématurément. La lettre de mise en demeure a été finalisée un mardi après-midi. Maître Gauthier me l'a lue par téléphone. Elle était précise, technique et sans équivoque. Elle détaillait le versement de la succession, la signature contrefaite, l'absence de versement pour mes études, et exigeait la restitution de la somme de 45 000 € majorée des intérêts, soit un total d'environ 53 500 €, sous un délai de 30 jours. À défaut, nous engagerions une procédure judiciaire devant le tribunal. Souhaitez-vous que je l'envoie, m'a demandé Maître Gauthier. J'ai pris une inspiration. J'ai repensé à la banderole dans le jardin, au t-shirt, à mon nom écorché lors de la cérémonie et aux regards absents de la rangée 12. J'ai repensé à mes 18 ans, lorsque j'avais posé une question légitime à mon père et reçu un mensonge en retour. Envoyez-la, ai-je répondu. Le courrier est arrivé chez mes parents un jeudi matin. Je connais l'heure exacte car mon téléphone a sonné à 11h47, c'était un appel de mon père. J'ai laissé sonner. Puis un message de ma mère est arrivé, appelle-nous immédiatement. J'ai mis mon téléphone sous silence, je l'ai posé sur mon bureau et je me suis replongé dans mes révisions professionnelles. La situation était posée, et j'étais prêt à y faire face. Ce à quoi je ne m'attendais pas, en revanche, c'était le ton du message vocal que mon père a laissé peu après. Sa voix n'exprimait pas de la colère, mais de l'inquiétude, et les personnes inquiètes commettent parfois des erreurs par précipitation. Le message durait moins d'1 minute. Je l'ai écouté 2 fois. Sa voix s'efforçait de rester ferme, mais elle a fini par trahir sa tension. Clément, c'est ton père. J'ai reçu un courrier aujourd'hui dont nous devons parler de toute urgence. Je ne sais pas qui te conseille ou quelle démarche tu as entreprise, mais c'est une affaire de famille et cela doit se régler en famille. Rappelle-moi aujourd'hui, sans attendre. L'expression « affaire de famille » m'a frappé. Il avait détourné les fonds de son propre fils en signant à sa place, et son premier réflexe était d'invoquer la solidarité familiale pour régler la situation en privé. Cela confirmait ce à quoi je devais m'attendre si j'acceptais de discuter selon ces règles. J'ai donc choisi de ne pas le faire. J'ai informé Maître Gauthier du message, et il m'a conseillé de maintenir le silence, de laisser s'écouler le délai fixé et de le laisser face à ses responsabilités. C'était le plan, mais ma famille n'a pas eu la patience d'attendre. 3 jours plus tard, Corentin s'est présenté à mon appartement, sans prévenir, vers 19h. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé là, encore en tenue de travail. Son visage affichait une expression sérieuse que je lui connaissais bien, celle de quelqu'un envoyé en émissaire par nos parents. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. Je me suis écarté. Il a jeté un regard circulaire dans la pièce et s'est assis sur le canapé sans y être invité. Solène était dans la chambre, restée silencieuse. « Clément, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il commencé. « Maman ne fait que pleurer depuis 3 jours, papa ne dort plus. Ils ont reçu un courrier d'un avocat disant que tu menaces de faire poursuivre papa. Pas de le poursuivre immédiatement, ai-je précisé, mais de demander l'ouverture d'une enquête. Il y a une nuance juridique importante. Ne joue pas au plus fin avec tes termes juridiques. Parle-moi comme à ton frère. » Je me suis assis en face de lui. D'accord. À nos 18 ans, quand l'argent de grand-père Laurent a été versé, papa m'a dit que ma part avait été placée pour mes études. C'était faux. Ma scolarité a été financée par des bourses. Les 45 000 € ont été retirés par papa grâce à une signature falsifiée et ont été utilisés pour autre chose. Ce n'est pas une supposition, c'est un fait établi par des documents. Corentin est resté silencieux un long moment, puis il a prononcé 2 mots d'un ton égal, « Je sais. » « Tu sais quoi exactement ?» ai-je demandé. Je savais pour l'argent. Papa me l'a confié il y a 2 ans quand je lui ai demandé une aide pour ma caution. Il m'a dit que l'argent avait servi à des travaux dans la maison et pour mon véhicule. Il s'est interrompu. Mon véhicule.
J'ai pris la mesure de ses propos. Mon héritage avait en partie servi à financer le véhicule de mon frère, celui-là même avec lequel il venait de se déplacer pour me demander d'abandonner mes démarches. Et tu n'as pas jugé utile de m'en parler? C'est notre père, Clément. C'est quelqu'un qui a falsifié un document pour s'emparer de l'argent de son fils, Corentin. Ce n'est pas un différend familial, c'est un acte grave. Corentin s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, qu'est-ce que tu veux? Maman et papa trouveront un moyen de te rembourser. On peut régler ça sans faire intervenir la justice. Ce n'est pas seulement une question d'argent, ai-je répondu. C'est le fait que personne dans cette famille ne m'a jamais considéré assez pour être honnête avec moi. Ni pour cet héritage, ni pour la remise des diplômes, ni pour rien d'autre. Toi, tu as eu droit à une standing ovation et à 24 t-shirts à ton effigie. Moi, j'ai eu mon nom écorché et une rangée de chaises vides. Et aujourd'hui, j'apprends que ma part d'héritage a financé ton véhicule et les rénovations de la cuisine. Corentin n'a pas trouvé de réponse. Il est resté assis là, le regard bas. Après une minute, il s'est levé et a conclu, je vais parler à papa. Dis-lui de contacter ton avocat. Puis il est parti. J'ai refermé la porte, je me suis adossé à elle et j'ai expiré un grand coup. Solène est sortie de la chambre, s'est assise à mes côtés par terre et m'a pris la main sans dire un mot. Son soutien m'était d'un grand secours. Le délai de 30 jours de la mise en demeure est arrivé à échéance un mercredi. Mon père n'a pas effectué le versement et n'a pas contacté mon avocat. À la place, il m'a adressé une longue lettre manuscrite de 6 pages pour m'expliquer que cet argent avait été emprunté pour les besoins du ménage et qu'engager des poursuites contre son propre père était une démarche sur laquelle on ne pouvait jamais revenir. Sur ce dernier point, il avait raison. On ne peut pas revenir en arrière, et c'était précisément mon intention. Maître Gauthier a déposé l'assignation civile le jeudi devant le tribunal de Limoges pour abus de confiance, faux et manquement aux obligations de gestion. En parallèle, il a transmis le rapport d'expertise en écriture et les justificatifs de scolarité aux services compétents. Les réactions familiales ont été immédiates et intenses. Ma mère m'a appelé à de nombreuses reprises en une seule journée, sans que je ne décroche. Mon père a tenté de joindre Solène, ce qui s'est avéré une initiative peu judicieuse, elle lui a répondu avec la plus grande courtoisie de bien vouloir s'adresser uniquement à notre avocat, avant de lui souhaiter une bonne soirée. Mon oncle Vincent m'a laissé un message vocal me qualifiant d'ingrat. L'homme qui portait le t-shirt à l'effigie de mon frère tout en feignant de ne pas me voir avait un avis bien arrêté sur la gratitude. Le seul membre de la famille à ne pas s'en prendre à moi fut Denis. Il m'a envoyé un message le lendemain du dépôt de la procédure, je n'ai pas tous les détails, mais je sais que tu ne ferais pas cela sans une raison solide. Je te soutiens. Denis est le seul membre de cette famille avec qui j'envisage de garder un lien à l'avenir. Certaines relations méritent d'être préservées. La procédure civile a progressé plus rapidement que prévu. Mon père a désigné un avocat, Maître Perrin, qui s'est d'abord montré combatif dans ses écrits avant d'adopter une attitude plus conciliante lors de la première audience de procédure. Maître Perrin soutenait initialement que le retrait des fonds relevait de l'autorité parentale de gestion. Cet argument n'a pas résisté à la présentation du rapport d'expertise en écriture. Le juge a examiné les signatures comparées, a regardé l'avocat adverse et a demandé des éclaircissements sur la position de son client. Maître Perrin a sollicité une suspension d'audience. 20 minutes plus tard, il est revenu avec une proposition d'accord transactionnel, la restitution intégrale des 45 000 € assortie de 9 200 € au titre des intérêts et des frais de procédure, payables en plusieurs mensualités. En contrepartie d'un désistement de l'action civile et de l'abandon de toute autre démarche. Maître Gauthier s'est tourné vers moi. J'ai hoché la tête, et nous avons accepté la transaction. Compte tenu de l'accord de restitution et de l'absence d'antécédents, les autorités n'ont pas donné de suite pénale à l'affaire, ce qui me convenait parfaitement. Je ne cherchais pas à voir mon père condamné à une peine d'emprisonnement, je voulais simplement récupérer mon argent, préserver ma dignité et établir une séparation nette. Le premier versement est apparu sur mon compte 30 jours plus tard. En observant la notification de virement, je n'ai ressenti ni colère, ni joie particulière, mais simplement le soulagement de voir une situation ancienne et bancale trouver enfin sa juste résolution. C'était il y a 4 mois. Aujourd'hui, la situation est stabilisée. J'ai validé mes examens de comptabilité et gestion du premier coup. Je travaille au sein d'un cabinet d'audit à Limoges, à un poste de débutant mais avec de réelles perspectives professionnelles,
et je rentre chaque soir dans un appartement dont j'assume seul les charges grâce aux fruits de mon travail. Solène et moi nous sommes installés ensemble le mois dernier. Émile habite à quelques rues de là, et nous continuons nos rencontres sportives du mardi soir au gymnase municipal. Ma vie est simple, structurée et m'appartient pleinement. Je n'ai plus aucun contact avec mes parents depuis la signature de la transaction. Ma mère m'envoie parfois des messages pour me dire que je lui manque, je les lis, mais je n'y réponds pas et je n'en ressens aucune culpabilité. Corentin m'a écrit une fois pour exprimer le souhait que nous puissions reconstruire notre relation un jour. J'ai pris acte de sa démarche, mais je n'ai pas donné suite. Une reconstruction nécessite des fondations solides, et les nôtres étaient faites de faux-semblants et de préférences injustifiées. La plaque commémorative de mon grand-père Laurent est posée chez moi, mon prix universitaire est sur mon bureau, et quelque part dans un placard d'un pavillon de banlieue, 24 t-shirts au prénom de mon frère prennent la poussière. J'ai rendu ma coiffe à ma mère ce jour-là parce que j'en avais assez de feindre la reconnaissance envers des personnes qui n'avaient jamais manifesté le moindre intérêt à mon égard. Je suis parti parce que rester aurait signifié accepter, une fois de plus, de passer au second plan. Personne ne m'a suivi dehors. Autrefois, c'était la partie de l'histoire qui me faisait de la peine, mais aujourd'hui, c'est celle dont je suis le plus reconnaissant, car lorsque personne ne vous suit, personne ne peut vous retenir. Je m'appelle Clément Mercier, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai construit mon parcours par mon propre travail, et je ne laisserai plus jamais personne décider de ma valeur.